Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va parler de transfo, de modèles mentaux. C'est quoi un modèle mental? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ça paraît un peu bizarre a priori. Alors, vous avez noté la configuration. Hein, il y a un pupitre assez imposant, sans doute, pour protéger le professeur de l'assistance, à moins que ce ne soit le contraire. Mais on va essayer de faire ça quand même de façon très interactive. Donc je vais parler pendant une grosse 30 minutes, 30-40 minutes. Moi j'avais demandé 6 heures, mais on m'a donné 40 minutes. Et après on aura une vingtaine de minutes de questions-réponses. Donc j'espère qu'il y aura des questions-réponses, sinon on finira plus tôt, ce qui peut avoir un avantage, mais qui est quand même moins intéressant. Donc préparez vos questions, j'espère qu'il y en aura plein. Surtout, le sujet est inépuisable. Hein, donc, mais alors, je sais qu'aujourd'hui, on parle d'agilité. Alors, c'est un épouvantail, agilité. Quand on s'ennuie dans une soirée, on prononce le mot agilité, puis là, on en a pour 3 heures. Donc, ça marche à tous les coups. Et alors, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ceux qui croient qu'ils savent ce que c'est, voilà, et qui pensent que les autres ne savent pas. Enfin voilà, donc je pense que vous avez l'habitude. Et puis le thème de la journée étant le bullshit managérial, c'est un de mes dadas, donc je vous demande de ne pas me lancer sur le sujet parce que sinon vous n'êtes pas rentré chez vous. Je pense que c'est une des grandes maladies du management et ce qui est très très problématique. Donc moi, quand j'ai un séminaire avec des managers, j'ai un tableau blanc comme celui-là que j'appelle la NBZ. Et la NBZ, c'est la non-bullshit zone. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'un participant prononce un mot que ma maman ne pourrait pas comprendre, son nom est inscrit sur le tableau. Pas celui de ma maman, bien sûr, hein, celui du participant ou de la participante. Alors, c'est pas que ma maman soit bête, hein, mais elle est à la retraite maintenant, mais elle était biologiste. Hein, donc, je dis à mes managers, voilà, on va étudier un problème compliqué. En l'occurrence, c'est un problème d'une entreprise qui a essayé d'innover puis qui n'a pas réussi. Alors, je sais que c'est très rare, mais on l'étudie quand même un peu de temps en temps. Et alors j'ai droit à tout de suite le diagnostic, c'est « Ah bah oui, mais ils n'ont pas été agiles !» Voilà, ça c'est bon, on a coché la case, on a résolu le problème et on peut rentrer chez soi. Donc on s'aperçoit que si on interdit ces mots valises, on est forcé de penser. Alors évidemment, ce n'est pas très agréable, mais on est forcé de penser. Ce qui se conçoit clairement s'énonce aussi clairement, et les mots pour venir viennent aisément. Je vais arrêter là la poésie, mais c'est très important. Je pense que à peu près 80% des problèmes de management seraient résolus. Alors il y aurait beaucoup de professeurs au chômage, donc on ne va pas le faire, rassurez-vous, mais si on n'employait pas des mots compliqués. Hein, on peut décrire une situation managériale complexe avec des mots très très simples que ma maman pourrait comprendre. Voilà. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors moi je travaille, effectivement je suis aujourd'hui professeur à EM Lyon mais basé à Paris parce que rien n'est simple, hein, sinon ça serait trop facile. Je travaille, alors j'ai été entrepreneur pendant très très longtemps. Et donc j'ai commencé à travailler quand je suis devenu chercheur, enseignant, j'ai été contacté par des grandes entreprises ou des PME qui me disaient voilà, nous on aimerait innover, on aimerait être plus entrepreneurial et on ne sait pas comment faire. Et donc peu à peu je me suis intéressé au fond à ce qui rend difficile pour une organisation l'innovation, mais l'innovation au sens large. Alors, pour faire court, le monde change, mais alors avant, je devais passer un peu de temps pour expliquer que le monde changeait. Là, l'avantage, c'est qu'avec ce qu'on a vécu ces 3-4 dernières années, cette partie-là est considérablement raccourcie. Nous savons que le monde change. Alors après, on peut philosopher, change-t-il plus qu'avant? Mais avant, c'est quoi? Donc vous avez 2 heures, on passera prendre les copies à la fin. Donc je pense que ça fait très longtemps qu'il change. Vous savez, on parle beaucoup d'incertitude. Hein. Uncertainty is the new normal, hein, comme disent les consultants. Et je rappelle toujours qu'en 1977, Kenneth Galbraith, qui était un grand économiste, avait écrit un livre qui s'appelait The Age of Uncertainty, hein, en 1977. Hein. Voilà. Jules Michelet, grand historien français, hein, 1876, un truc comme ça, un peu plus tard, a écrit « Qu'est-ce que le monde change quand même hein, oh là là, j'ai vécu 2 révolutions. » Bon, il était français, donc nous, les révolutions, on a un peu l'habitude. Mais on finira par trouver le bon modèle, hein, mais ça prendra du temps. Donc, le monde change et l'organisation, au sens large, doit tenir compte de ce changement.
Voilà. Alors cette organisation, elle n'est pas qu'une entreprise privée, hein. C'est vrai aussi pour des ministères. Moi je travaille pas mal par exemple avec des coopératives agricoles. Le monde agricole, je n'ai pas besoin de vous apprendre qu'il est en changement très très profond, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et ce qui est assez fascinant, c'est que je rencontre très peu d'organisations qui ne sont pas conscientes de la nécessité de changer. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais c'est rare qu'on me dise non, nous, notre environnement, parfaitement calme, aucun problème. On a d'ailleurs fermé notre département innovation. On fait la même chose depuis 30 ans. On fera encore la même chose dans 30 ans. Et tout va très bien. Voilà, hein, vraiment aucun souci. Non, c'est vrai, la quasi-totalité des organisations, et j'insiste bien, public, privé, civil, militaire, etc., des associations et autres. En gros, le discours, c'est voilà, le monde change, nous, on a besoin de changer. La conscience est là, même si bon, il peut y avoir des exceptions, mais c'est très rare. Ce qui peut manquer, c'est peut-être le degré d'urgence, hein, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a le temps, ce qui parfois n'est pas exact, en fait. Et pourtant, alors on va sur cette base-là déployer des programmes. Alors ils ont, je ne sais pas si c'est comme ça c'est chez vous, mais des noms souvent poétiques. Alors poétiques au sens consultant du terme, hein. Transform 2025, Ambition 2048, Change 2032, etc. Donc, et en général, donc vous avez tout le merchandising associé, hein, les slides, on fait plus de pins, hein, mais il y a eu les pins à l'époque, les fonds d'écran, les kakémonos à l'entrée, les town hall meetings de la part du dirigeant ou de la dirigeante. Enfin, vous avez sûrement dû pratiquer ce genre de choses. Changeons, c'est important. 3 axes, 4 piliers, 5 objectifs. Des workgroups. Vous avez ça aussi chez vous? Non, je ne peux pas le croire. Des workgroups à n'en plus finir, hein, avec des noms tous plus complexes. Il faut des acronymes, hein, c'est très important, parce que sans acronyme, on pourrait y comprendre quelque chose, et ça serait une contradiction dans les termes. Donc on a une très grande ambition, des programmes, des ressources, des moyens, etc. Et puis rien ne change. Alors, en venant, je me dis, il faut que je trouve une métaphore. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a des outils hein, pour les métaphores. Ça s'appelle ChatGPT. Donc, je dis, tiens, ChatGPT, trouve-moi une métaphore. Et voilà. Donc, beaucoup d'ambition, des moyens parfois très importants et des résultats, ma foi. Alors, comme on dit, j'entends cette expression très souvent, ça ne crante pas. J'adore ça. Autrement dit, nous, stratèges, avons inventé un truc génial, mais c'est juste que les abrutis en bas, ils ne comprennent pas. Et donc, il va falloir leur réexpliquer. Donc, on va faire une campagne de communication, voire de formation, pour leur expliquer pourquoi ce que nous avons, nous, stratèges, conçu, c'est bon pour eux. Enfin, c'est bon pour l'organisation, en tout cas. Donc, la vraie question, mais qui est une vraie question de management, hein, c'est pourquoi il n'y a pas de changement alors que tout le monde veut changer. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, les collaborateurs sont souvent eux aussi demandeurs de changement, parce que les problèmes, ils les vivent au quotidien. Hein, les choses illogiques en face, enfin, les gens qui sont en face des clients ou en face des utilisateurs, ils vivent au quotidien le manque d'adaptation de l'organisation, etc. Donc, cette demande de changement, elle existe aussi parfois justement sur le terrain. Donc, tout le monde veut changer et pourtant, rien ne se passe. Alors on va parler de modèle, hein. On a un modèle mental du management qui est un modèle très, très cartésien, c'est-à-dire il suffit de trouver ce qu'il faut faire, et une fois qu'on a trouvé ce qu'il faut faire, on appuie sur le bouton et ça se fait. Et là, des dizaines d'années de sociologie des organisations ont rajouté, oui, alors entre l'intention et la réalisation, il y a un truc entre les deux qui s'appelle les gens et l'organisation. Donc le problème n'est pas l'intention, le problème il est comment fait-on évoluer une organisation, parce que souvent cette évolution est nécessaire, et c'est là que c'est difficile. Donc je vais essayer de craquer ça avec vous, en faisant un petit détour donc, par cette notion de modèle mental, parce que je crois qu'elle est fondamentale, c'est une clé, il nous faut une clé d'entrée dans l'organisation. Hein, si on n'a pas de clé d'entrée dans l'organisation, on va prendre des mesures qui vont être inefficaces, voire contre-productives. Hein.
Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être vous aussi eu ce phénomène qu'en France on appelait la réunionite. Hein, il y aurait, me suis-je laissé dire, trop de réunions dans les organisations. Je suis un peu tombé de ma chaise, mais bon, c'était... Et donc nous avons, et c'est là, vous voyez que les mots sont importants, donné un nom de maladie à ce phénomène. Hein, rien n'est anodin. Donc, la réunionite est une maladie, et une maladie, ça se soigne. Donc, trop de réunions, et c'est vrai que les managers se plaignent, tout le monde hurle, « Ah, encore une réunion, je passe ma vie dans les réunions », enfin, qui n'a pas entendu Et donc, la RH s'est emparée de la question, puisque s'il y a trop de réunions, c'est un problème de RH, bon, a priori. Et qu'a fait la RH ? Problème, solution. Nous avons un problème, il faut une solution. C'est très rationnel, hein, Descartes, qu'a fait la RH ? Formation aux réunions. On fait venir, alors j'ai appris que ça existait, des réuniologues qui ont appris aux gens à mieux organiser une réunion. Parce qu'ils étaient un peu bébêtes, et donc il fallait expliquer qu'une réunion, ça doit servir à quelque chose, s'ils n'étaient pas au courant. On leur a appris que c'était mieux s'il y avait un agenda. Non, prenez des notes parce que c'est quand même très important, c'est assez fondamental, et qu'il fallait faire attention aux gens qu'on invitait. Parce que figurez-vous que la RH a appris qu'il y avait parfois dans des réunions des gens qui n'avaient pas besoin d'y être et qu'ils étaient plus utiles à l'extérieur, etc., etc. Là, vous avez, ce qu'on a très souvent, c'était que vous avez une approche technique d'un problème. D'ailleurs, vous avez un problème et vous allez le résoudre par la technique. Le guide de la bonne réunion. Moi, j'ai vu, vous l'avez peut-être vu aussi, des slides, c'est extraordinaire. Hein, c'est étape numéro 1. Ai-je vraiment besoin de cette réunion ? Oui, non. Avec une flèche en haut, flèche en haut. Oui, allez, page 14. Non, allez, page 12. Bon, vous allez page 12 parce que vous avez vraiment besoin de cette réunion. Si vous avez vraiment besoin de cette réunion, déterminez qui va être là. Et donc, vous avez les 43 étapes de la bonne... Alors, le temps que vous finissiez la réunion, il faut la reprogrammer parce que du coup, elle ne peut pas avoir lieu, etc., etc. Sauf que ça, c'est un peu comme le médecin qui regarde le thermomètre, il dit « Oh là là, c'est trop haut, je vais mettre des glaçons, et puis comme ça, la température va baisser. » On s'attaque au phénomène. Et donc, on ne transforme rien du tout. Alors, par exemple, on dit aux gens « Ah, on va interdire les réunions de plus d'1 heure. » Impeccable. On oublie une chose, c'est que l'être humain, contrairement à ce qu'on croit, est intelligent et rationnel. Que font les gens si on leur interdit les réunions de plus d'1 heure ? Ils en font 2, voire 3. D'accord ? Et puis, il y a des choses qu'on va appeler une concertation autour d'un café. Ah, c'est pas une réunion. On boit un café ensemble pour préparer, parce qu'on n'a droit qu'à 1 heure, donc on va faire 17 cafés avant pour que la réunion ne dure qu'1 heure. Et donc vous avez comme ça résolu, entre guillemets, un problème, vous en avez créé 4 autres, qui est vraiment le cas absolument typique de la non-compréhension de ce qui fait fonctionner une organisation. Hein, on règle un problème, et encore pas toujours, et on en crée 3 autres. D'accord ? On a les mêmes phénomènes quand par exemple, je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais en France, il y a des gens intelligents qui ont dit « Oh là là, les gens fument trop, donc on va augmenter les taxes, comme ça le prix des cigarettes va augmenter, et comme les gens sont très sensibles en termes d'argent, ils vont moins fumer parce que ça coûtera plus cher. » Donc, donc le prix du paquet de tabac passe, je ne sais pas, j'en fume pas, mais de, mettons, 5 € à 15 €, et donc on se dit la consommation va baisser. Sauf que, rappel, les gens sont intelligents. Donc moi, si je veux un paquet qu'avant il me coûtait 5 €, maintenant il me coûte 15 €, qu'est-ce que je fais ? De la contrebande, voilà. Et donc il y a des petits malins qui se disent « Oh, la taxe qui met à 15 €, elle est en France, mais elle n'est pas en Italie. Bizarrement, en Italie, c'est 7 €, en France, c'est 15 €. Il n'y a pas besoin de faire un doctorat d'économie pour comprendre que prendre une voiture une fois par semaine et revenir avec un coffre plein de paquets de tabac, c'est très, très, très rentable. » Donc on a peut-être légèrement diminué la consommation de tabac et on a créé un truc qui s'appelle la contrebande, avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc maintenant, la police, qui avait, c'est vrai, pas grand-chose à faire
se dit « Oh, il y a de la contrebande, ça c'est pas bien ». Et donc à la télévision, vous avez peut-être vu ces reportages, vous savez, quand ils suivent des policiers, donc il y a le GIGN qui arrive avec 27 gars, des blindés, des mitrailleuses et tout, ils attaquent l'appartement en faisant exploser la porte et ils chopent 2 cartouches de cigarettes. Tout ça sur M6 en live. Hein. Et donc, vous voyez, c'est des pathologies organisationnelles. Hein. On appuie sur un truc, on règle, dans le meilleur des cas, on règle un problème et on en crée 3 autres. Et pour longtemps. Parce que le truc de l'organisation, c'est que vous ne pouvez pas dire « Ah non, bon, bah, on annule et on revient en arrière ». Non. Les trucs qu'on a créés, ils sont là pour très longtemps. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Je vais avancer très rapidement. On a aujourd'hui... bon, le monde change. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ce qui change, c'est les modèles. Hein. Les modèles sur lesquels on s'est appuyé historiquement changent. Dans notre quotidien, demain, après-demain, ça ressemble en général. C'est-à-dire que ce qui se passe demain est rarement différent de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous êtes commercial, si vous êtes enseignant, si vous êtes, voilà, vous faites votre job, ça c'est le quotidien. Et puis vous avez, je vais rapidement parce que je pense que vous êtes familier avec ça, vous avez parfois des événements très brutaux qui là vont bouleverser ce quotidien-là. Alors évidemment, Covid, invasion de l'Ukraine, etc., le retour brutal de l'inflation. Et ces événements-là vont remettre en question les modèles. C'est-à-dire que ce sur quoi on avait basé notre développement, par exemple, une pandémie, c'est quelque chose qui arrive dans des pays sous-développés. Croyance très forte. Ou croyance en France le 12 mars 2020, les Italiens, c'est pas étonnant qu'ils aient des problèmes, parce que c'est des Italiens, mais en France, ça n'arrivera jamais. Bon, 4 jours après, plong. Ces événements-là, c'est le cimetière des croyances. Ce qui a été vrai ne l'est plus, ce qu'on a cru ne l'est plus. Et le Covid a été évidemment un festival de ça, qui entraîne parfois encore des conséquences de très long terme sur le bouleversement du travail, etc. etc. Et donc, le changement, c'est quoi? Le changement, c'est que des choses qui ont été vraies cessent de l'être. Les choses qui ont été fausses deviennent vraies. Et certains des modèles sur lesquels on s'est appuyé, individuellement ou collectivement comme une entreprise, par exemple, deviennent faux. Et ça, évidemment, ça nous impose des révisions. On a après des changements qui sont plus subtils, qui sont plus étalés dans le temps. Les changements du monde du travail, par exemple. Hein. Alors, on sait que les nouvelles générations, je m'inclus dans les anciennes, hein, ne pensent pas comme nous, en fait. C'est un choc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, que les nouvelles... Et qu'ils ont un rapport au travail différent. D'accord. On a tous, moi j'ai discuté avec des DRH et qui tombaient un peu de leur chaise en me disant, ben voilà, maintenant un candidat, quand il arrive, il voudrait avoir 8 jours de télétravail par semaine. Et ça, c'est une base de départ, vous voyez. Et donc ces changements-là, on les vit au quotidien dans le monde du travail. Ils sont profonds, ils sont très importants, on va y revenir. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est des choses qui se développent, qui mettent du temps, et avant qu'on les remarque, avant qu'elles aient un vrai impact sur nous, il peut s'écouler très longtemps. Et ça nous montre que le danger du changement, ce n'est pas la vitesse. Parce que quand il y a un changement brusque, alors ça peut être très dommageable, mais au moins on en prend conscience, on n'a pas le choix. C'est un Boeing qui arrive sur une tour, c'est dur de l'ignorer, si vous voulez. Mais quand vous avez un changement sociologique d'attitude au travail, etc., j'enseigne l'incertitude, hein, donc... J'ai rien dit de choquant, pourtant. Enfin, Allô? Non? Ah oui, allô? Bon. Donc, le danger, c'est justement la lenteur du changement. Hein, c'est que justement, vous savez, c'est comme la grenouille qu'on fait bouillir. J'ai pas testé moi-même, hein, j'insiste. Hein. Vous savez, l'histoire, c'est que si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous portez à ébullition, elle se rend jamais compte du danger parce que chaque fois, le petit delta est trop petit. Si vous la jetez dans l'eau bouillante, évidemment, elle s'en rend compte tout de suite. C'est une expérience de l'esprit, hein, j'insiste bien. Hein. Aucun animal n'a été blessé dans la préparation de cette conférence. Le changement climatique, typique, hein, c'est un truc qui apparaît dans la conscience humaine, on va dire début des années 2000. Alors l'écologisme est très ancien, hein, il est contemporain de la révolution industrielle. Mais vous voyez, et donc ça met très longtemps, et puis un jour, poum, ça devient important et on agit. Donc ce qui est important, c'est
Alors, je parle, bon, l'IA aussi. L'IA, vous savez que ça existe depuis 1956. Hein. C'est encore une fois typique de quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui a un impact seulement depuis 5 ou 10 ans si on est vraiment généreux. Hein. Et donc pendant des années, il faut dire oui, mais je sais, mais ça n'a pas d'impact. Et puis tout d'un coup, boum, on dit ah, le monde va trop vite. Ben non, et ça va trop vite quand on passe dans cette phase où ça a vraiment un impact. Et ça met parfois des dizaines d'années avant de se développer. Donc on a dans notre quotidien des modèles existants sur lesquels on s'appuie, qu'on va améliorer. Donc là, c'est par exemple, on améliore son management, on utilise des statistiques pour mieux connaître nos clients. Vous allez avoir un historique de comment les gens se comportent sur votre site web, l'historique de ce qu'ils achètent, etc., etc. Et là-dessus, on va pour optimiser, améliorer, parce que là, on est sur un univers stable. Et puis, il y aura des modèles qui vont émerger. D'accord ? Nouveaux modèles du travail, etc., etc. Et là, il faut les inventer, ces modèles-là. Et là, c'est tout le domaine de l'innovation. C'est aujourd'hui comment on travaille dans un monde dans lequel on a à la fois le télétravail, mais aussi des aspirations différentes de collaborateurs jeunes, etc., etc. Et l'incertitude, elle naît vraiment de cette zone, hein, c'est-à-dire que, vous connaissez cette citation, l'ancien monde est en train de mourir, le nouveau n'est pas encore né, et entre les deux, il y a des espèces de grands magmas d'incertitude dans lequel on ne sait pas ce qui va réussir ou pas. D'accord ? Donc cette notion de modèle, elle est absolument fondamentale, il faut la comprendre. Donc on va commencer, moi on m'a dit c'est en fin d'après-midi, ils ont beaucoup bossé aujourd'hui, donc il ne faut absolument pas que je vous perde, donc je vais vous faire bosser un peu. Alors il y a un buffet après, mais il faut bosser d'abord. Vous êtes prêts? C'est très dur hein, par contre, hein, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous voyez? Bon, un visage. Des oiseaux, merci. Il y a quand même des gens qui voient des oiseaux. Alors, notre cerveau veut voir un visage qui sourit. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de visage qui sourit? Là, j'ai besoin d'un accord unanime. Je ne sais pas s'il y a une infirmerie dans le bâtiment, mais hein, n'hésitez pas si il n'y a pas de visage et pourtant notre cerveau veut voir un visage. Hein. Il y a juste 3 os. Alors, ça s'appelle une pareidolie. Si vous êtes coincé un mercredi après-midi avec des petits-enfants, c'est absolument génial. Il y en a plein sur Internet, les voitures qui ont en forme de visage, etc. etc. Ça nous dit une chose, c'est que nous ne voyons pas avec nos yeux, en fait, nous voyons avec notre cerveau. Hein. C'est-à-dire que notre cerveau construit un modèle de la réalité, et c'est ce modèle qui nous aide à prendre des décisions. D'accord ? Et donc, nous avons développé ce que moi j'appelle des modèles mentaux, mais qui sont fondamentalement des croyances. Et c'est sur la base de ces croyances que nous pouvons agir. Un exemple absolument trivial, imaginez, c'est le cas sûrement pour pas mal d'entre vous, vous êtes manager. Comment motivez-vous une équipe? C'est une grande question de l'engagement, les gens sont désengagés, comment peut-on mieux les engager? Comment on motive une équipe? On leur demande comment les motiver. Ouais, ok. Un but commun. Ok. Oui. De la bière. Jamais oublier la bière. Ça. Pardon? Voilà, si le chef est motivé, ça motive les autres. Ok. Quoi d'autre? Si vous êtes manager, j'espère que vous avez une idée sur la question. Sinon, je vous fais part de mon inquiétude. Ouais, vous connaissez la cathédrale, on va ensemble avoir un purpose, un noble objectif. Hein. On n'est pas là pour construire des briques, on est là pour construire une cathédrale. Donc vous avez l'ambition du projet. Alors c'est un peu l'objectif commun. Ça peut être, en les écoutant, oui, il y a l'idée de la proximité, de mieux les comprendre, et ils se sentiront plus proches, ils seront plus motivés, absolument. En les responsabilisant, voilà, il y a l'idée de dire... quelqu'un qui est responsable est plus motivé, etc. Tout ça, ce sont des croyances. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi? Quand je dis croyance, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein? Ça peut marcher. Il est absolument vrai que quand vous responsabilisez des gens, ils sont plus motivés. Sauf que je connais des gens qui refusent de prendre des responsabilités parce que ça les terrifie. Et si vous leur donnez des responsabilités, ils partent en burn-out. Donc, l'idée, c'est de dire, nous avons des croyances. Vous êtes manager, vous avez nécessairement des croyances sur comment on manage une équipe. Alors, soit ces croyances sont explicites, donc là vous avez une théorie du management et c'est super,
soit elles ne le sont pas, et là c'est un peu plus embêtant parce que vous n'êtes pas explicite sur la façon dont vous gérez votre équipe. En tout cas, ça repose sur des croyances. Hein. Moi, je crois que le seul truc qui motive les gens, à part la bière, c'est l'argent. Donc vous leur mettez une grosse carotte, vous leur fixez des objectifs impossibles à atteindre, et quand ils les atteignent, ping, le chèque. Parce que de toute façon, il n'y a que l'argent qui motive les gens. Ou, alternativement, je crois que non, ce qui motive les gens, c'est la noblesse de l'objectif, etc. etc. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a un truc qui marche pour vous ou pas. Et c'est ça qui est important. Mais ce qu'il faut, c'est en avoir conscience. Donc nous avons des modèles mentaux, des croyances individuelles. Nous avons également des modèles mentaux collectifs. Avez-vous entendu parler, voire lu cet ouvrage? Oui, ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout, moi j'ai eu du mal. La première moitié est extraordinaire, la deuxième moitié est pathétique, mais la première moitié est juste extraordinaire. Harari pose une question fondamentale. Il dit, voilà, l'être humain, sapiens, sapiens c'est nous, domine toutes les autres espèces. On est au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, en bien ou en mal, ça c'est la deuxième partie de l'ouvrage, je vous l'explique. Effectivement, on a amené des espèces à l'extinction, trop de chasse, etc. etc. Mais ce n'est pas le sujet là. Il dit, voilà, on est au sommet de la chaîne alimentaire, on domine tous les autres animaux. Et pourtant, on est moyen en tout. Et on ne court pas très vite, on est moins fort que les singes, grimper aux arbres, pas génial. Alors, pour ce qui est des sens visuels, je suis bien placé pour savoir que moi sans ça, ma durée de vie dans la savane, c'est d'à peu près 30 minutes. Notre ouïe est pathétique, notre odorat, j'en parle même pas. On est moyen en tout. C'est-à-dire, pour chacun de ces trucs-là, il y a des animaux qui sont 100 fois mieux que nous. Donc, on est vraiment les moyens de la classe. Et on finit en haut. C'est plutôt cool, certains d'entre vous, sachez que voilà, si vous n'avez pas été les meilleurs en classe, vous pourrez finir au sommet. Parce que ce ne sont pas forcément les plus intelligents qui finissent en haut. Qu'est-ce qui garantit votre survie dans la savane? Fondamentalement. Le bazooka, non, ça n'existait pas à l'époque. S'adapter. La collaboration. Voilà, c'est le groupe. Ce que Sapiens a inventé, et c'est la méta-innovation, l'innovation ultime, c'est le groupe. Quand j'ai un problème, quand je suis face à l'incertitude, alors avant c'était dans la savane, il fallait manger, se protéger, etc. Mais aujourd'hui, ça reste un peu la même chose, se nourrir, se loger, se reproduire, être en sécurité, etc. etc. C'est le groupe, c'est notre invention ultime. Alors on n'est pas les seuls évidemment à être en groupe, les abeilles, etc. Mais enfin globalement, c'est très mécanique, une meute de loups, mais enfin... La meute de loups, ce n'est pas eux qui ont vraiment créé l'organisation. On est à des niveaux presque inconscients, presque mécaniques, presque reptiliens. Sapiens est capable de créer des organisations comme un acte intellectuel. Un loup ne peut pas créer une filiale de la meute en Italie. Ça vous fait sourire, mais parce que les animaux ne savent pas gérer la distance. Ils peuvent gérer qu'en proximité. Nous sommes la seule espèce capable de créer des groupes avec des gens qui ne se connaissent pas, en très grand nombre, pour des tâches qui ne sont pas routinières, qui ne sont pas juste... la meute de loups fait globalement la même chose depuis des milliers d'années. Alors c'est des animaux très sophistiqués, mais oui, c'est quand même... Une meute de loups aujourd'hui, c'est comme une meute de loups il y a 15 000 ans. C'est pareil. Nous, ce n'est pas le cas. On crée des objets qui sont des collectifs, des entreprises, des églises, des administrations, des armées, des gouvernements, des clubs de foot, des universités, etc., etc. On est les seuls à faire ça. Des gens qui ne se connaissent pas, en très grand nombre, pour des tâches non routinières. Deuxième question d'Harari, c'est qu'est-ce qui permet à des gens qui ne se connaissent pas de travailler ensemble? Comment c'est possible? À distance, vous ne connaissez pas tous les gens de votre organisation. Et pourtant, c'est un exercice de collaboration avec des gens qui ne se connaissent pas. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons travailler ensemble depuis 33 minutes, alors que pour la quasi-totalité d'entre vous, on ne se connaît pas? Les réunions. Oui, alors on a eu beaucoup de réunions avant. Non. Le langage, non, on peut travailler sans langage. Une équipe de foot travaille sans se parler. Communication, pas sûr, ouais. Un avantage personnel. Alors, oui, alors c'est l'organisation, mais en fait, si on peut travailler ensemble, c'est que, là, en l'occurrence, si je prends cet exemple, nous avons en commun un modèle de ce qu'est une conférence. Alors, je vous donne un exemple très clair. Il y a 2 chaises ici. Vous êtes à peu près 200.
pas un seul ou une seule d'entre vous n'est venu, alors je sais qu'on est en Suisse, mais quand même, n'est venu s'asseoir ici en disant « Ah bah tiens, j'ai vu une chaise de libre, je me mets là ». Pourquoi ça vous fait rigoler? Parce que c'est évident, c'est un code qu'on partage. Vous voyez, c'est un modèle qu'on partage. Une conférence, c'est un gars ou une fille qui parle, les gens qui sont assis, qui prennent des notes, et puis à un moment, ils auront le droit de poser des questions. Vous voyez, c'est très codifié. Alors, on peut apporter des variations en disant oui, on prend des questions au fur et à mesure de ça, mais c'est des détails. Mais vous imaginez, si on ne partageait pas le modèle de la conférence, il aurait fallu, déjà, vous ne seriez jamais venu là, parce que la notion même, vous ne pourriez pas, si vous êtes là, c'est que vous savez un peu à quoi vous attendre. Mais imaginons même que vous soyez là, là, Manon, elle doit passer 3 heures à vous expliquer. Alors voilà, il y a un truc, ça s'appelle une conférence. Non, partez pas, je vais vous expliquer. Voilà comment ça se passe. La vie serait infernale. C'est comme le poisson rouge qui redécouvre le monde chaque fois qu'il fait un tour, vous voyez. Donc, on a, pour pouvoir fonctionner dans la vie, on a automatisé des choses. C'est la puissance du langage. Quand je prononce un mot, eh ben, derrière ce mot, il y a des téraoctets de connaissances que je n'ai pas besoin de rappeler parce que nous partageons ce mot. Conférence. Alors, c'est là que peuvent naître des ambiguïtés, parce que nous n'avons peut-être pas la même acception de la conférence. Peut-être que dans certains pays, vous savez, aux États-Unis, quand vous commencez une conférence, il faut commencer par une blague. Toujours, très important. Si vous faites ça en Allemagne, vous êtes mort. D'accord? Donc, le mot conférence, moi j'ai un copain qui a fait ça, il a fait sa blague, silence de mort dans l'assemblée, et les gens se sont dit, c'est qui ce clown? Vous voyez? Donc, ça mis à part, nous pouvons travailler parce que nous avons ensemble le modèle conférence. Et au début, on n'a pas besoin de vous expliquer, etc., etc. On vous donne 2-3 petits détails, on aura des questions à la fin, etc., etc. Mais, vous voyez, et là, on peut fonctionner ensemble. Donc, on fonctionne ensemble parce qu'on partage des modèles mentaux. Et au-delà, un collectif fonctionne sur la base de croyances partagées. C'est la façon dont le collectif se représente le monde. Alors, dans une entreprise, ça donne le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est quoi? C'est les croyances que nous avons sur ce qu'on vend, à qui on le vend, comment on le vend, etc., pour créer de la valeur. Je caricature, mais en gros, c'est ça. D'accord? Donc, ces croyances, elles ont été développées quand on a été une start-up, on a essayé un truc, ça ne marchait pas, hop, et puis peu à peu, le modèle s'est établi. C'est l'ensemble de nos croyances, jusque-là vérifiées par la réalité, sur comment on crée de la valeur. Et puis un jour, la réalité change, et si notre modèle ne change pas, eh bien, on est en sortie de route. Vous voyez? Donc, les modèles mentaux, c'est ce qui fonde un collectif. Ça, c'est très important. Et donc, troisièmement, ce que dit Harari, et c'est là que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est que si ce qui fonde un collectif, et donc ce qui détermine son action, ce sont des modèles mentaux, des croyances partagées, si on veut changer un collectif, il faut changer les modèles mentaux. Voilà. Et là, vous avez la clé d'entrée dans l'organisation. Et donc, la méthode, si vous voulez, de transfo, enfin, en tout cas celle que je défends moi, c'est de dire un collectif peut être bloqué quand il reste enfermé dans des modèles devenus obsolètes et qu'on reste d'autant plus enfermé que ces modèles nous ont permis le succès dans le passé. Vous savez que plus on a connu le succès dans le passé, plus c'est difficile de changer. Si vous prenez des baffes régulièrement, vous n'êtes pas hyper sûr de votre modèle, vous voyez, vous êtes un peu ouvert. Mais si vous avez connu des réussites absolument écrasantes, des entreprises qui ont réussi de manière fulgurante, eh bien ces certitudes se figent en fait. Ce qui avant était une hypothèse, nous pensons qu'il faut viser tel type de client, etc., est devenu une vérité universelle. Ça sera toujours le cas. Alors vous avez plein d'exemples, je vais passer un peu rapidement, mais historiquement vous avez la Ford T. Alors, vous voyez, l'innovation, la Ford T, elle émerge en 1908, à une époque où la voiture est considérée, c'est un objet très rare et très cher, elle est considérée comme un gadget pour les riches, en gros. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais comme c'est un truc techno, les riches aiment bien s'en payer une, ils vont à l'opéra, ils font un peu les marioles avec et tout, et puis après, ils reviennent avec les chevaux, parce que ça, c'est quand même plus sérieux. Et ça marche, ça ne tombe pas en panne. Mais la techno se développe et au bout d'un moment, Henry Ford lance la Ford T qui est simple à conduire, simple à fabriquer, simple à réparer, pas cher, etc. Et il va changer le modèle mental
Et ce modèle va devenir, la voiture, c'est pour monsieur ou madame tout le monde. Monsieur tout le monde à l'époque, mais vous voyez, c'est l'idée que chaque Américain doit pouvoir avoir une voiture. C'est vraiment une rupture fondamentale. Donc l'innovation, c'est ça aussi, c'est changer les modèles mentaux, de la représentation que nous avons de ce qu'est une voiture et de son impact social, etc. etc. Et évidemment, ça évolue avec le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, l'idée de la voiture est plus sur la pollution, etc., parce que ces choses évoluent. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas rester prisonnier de ça. Parce que ce qui est arrivé à Ford, c'est qu'il a dit, voilà, moi je crois que ce que veulent les Américains, c'est une voiture simple et pas chère. Et il a réussi de façon extraordinaire. Je crois que dans les années 20, plus de 63% des voitures qui roulaient étaient des Ford T. Je ne sais pas si vous imaginez le... Enfin, c'est même plus de la réussite à ce niveau-là, c'est de l'hégémonie, vous voyez. Et donc, vous n'êtes pas en proie au doute quand ce truc-là vous arrive, vous voyez. C'est-à-dire que tout le monde crie à votre génie en permanence, les articles expliquent que vous êtes... Enfin, ceux qui, avant la sortie de la Ford T, disaient que vous étiez un abruti, disent maintenant que vous êtes un type génial. Et donc, cette croyance qui est « je crois que ce que veulent les Américains, c'est une voiture simple et pas chère » est devenue « je crois que ce que voudront toujours les Américains, c'est une voiture simple et pas chère ». Et donc, il s'est enfermé dans son modèle. Et c'est à ce moment-là que General Motors, dans les années 20, a commencé à émerger avec un autre modèle qui est encore aujourd'hui, le modèle des gammes, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, pick-up, break, coupé sport, vous pouvez choisir la couleur, les options, etc., qui était un anathème pour Henry Ford parce que ce n'était pas son modèle. Vous voyez. Donc là, vous avez une compétition de modèles, et il y en a un qui a gagné et l'autre qui a perdu, et Ford a failli faire faillite. Donc il y a la puissance du modèle, c'est qu'on a des croyances très fortes qui peuvent nous servir, d'accord, mais le danger, c'est de rester enfermé dans ces modèles. Et c'est là qu'on a la difficulté de transformation que j'évoquais tout à l'heure. Et je voulais terminer, je vais passer rapidement sur un cas très pratique. J'espère que vous allez suivre, parce que là aussi, c'est assez complexe. Vous lavez les mains? J'ai besoin d'un oui, là, en fait. Oui, merci, merci. Ça dépend, voilà. Donc, bon, j'imagine que... Ceux ou celles d'entre vous qui ont des enfants ont peut-être remarqué que ce n'est pas un truc spontané chez l'humain, vous voyez. Il faut entre 5 et 35 ans, on va dire, pour que l'habitude soit prise. D'où ça vient, le lavage des mains? Parce que clairement, ce n'est pas naturel. Voilà, on le doit à quelqu'un de très important qui s'appelait Ignaz Semmelweis. Connaissez-vous ce nom? Eh bien, c'est très dommage, c'est un grand bienfaiteur de l'humanité. Ignaz Semmelweis, c'est le monsieur qui a inventé le lavage des mains. Alors, ça nous paraît évident, parce que on est en 2024. En 1840, ça ne l'était pas. On ne savait pas ce que c'était que des microbes. Donc lui, il était obstétricien. Il avait une salle où les femmes qui venaient accoucher, je crois qu'il y avait 23% de taux de mortalité. C'était épouvantable. Et il a essayé de comprendre pourquoi. Et il a observé que les gens qui venaient faire accoucher ces femmes étaient en fait des étudiants en médecine qui disséquaient des cadavres. Puis tout d'un coup, il y a Madame Machin qui commence à avoir des contractions, poser le scalpel et aller directement faire accoucher la dame. Alors, quand je raconte ça, on sent bien qu'il y a des frissons, que c'est atroce. Mais parce que nous savons ce que c'est que des microbes. Nous savons ce que c'est qu'une main sale, mais parce que nous l'avons appris. D'accord ? Et donc Semmelweis, qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'un microbe, le microbe, on saura, il faut attendre 40 ans avec Pasteur, Lister, etc., finit de façon empirique, intuitive, etc., par associer les deux, et on ne sait pas trop pourquoi, avoir l'idée du lavage des mains. Alors, notez bien qu'il ne pouvait pas dire « Oh, il faut se laver les mains, donc je vais aller à l'épicerie du coin acheter du savon ». Ben non, par définition, le savon n'existait pas. Donc, il réussit à convaincre un ou deux médecins de se laver les mains, et le taux de mortalité tombe de, 23% à 3%. Vous voyez, c'est ce qui, pour l'époque, aujourd'hui on est à 0, quelque chose, mais pour l'époque était considérable. Donc, il dit, waouh, là il y a un truc. Donc, il va voir ses collègues médecins, et il leur dit, j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que c'est vous qui tuez ces pauvres femmes. Comment créer une atmosphère de confiance et deux, j'ai la solution, il faut vous laver les mains. Réaction des médecins? Refus total. La discussion s'envenime, il les accuse d'être des assassins, il lui reproche d'être fou, etc. Et ça se terminera mal puisqu'il sera interné dans un asile psychiatrique où il mourra quelques jours après. Alors, tous les innovateurs ne finissent pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, là on a quelqu'un qui échoue à convaincre des gens de changer pour quelque chose qui nous semble complètement trivial et naturel.
C'est pas naturel, c'est habituel. Nous avons été habitués. D'accord ? Donc lui, il n'a pas réussi dans la transfo. Vous voyez ? Avec des conséquences réelles, contrairement à... Bon, je ne vais pas donner l'exemple. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les médecins refusent de changer ? Et je terminerai là-dessus. Petit diagnostic. Pourquoi refusent-ils de changer ? Ça nous paraît dingue, hein ? Se laver les mains, on ne leur demande pas de se couper un bras. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ? Ça ne correspond pas à leurs croyances, en fait, à leur manière de voir les choses. Alors, quelles étaient leurs croyances ? Oui, alors d'abord, attends, nous, on donne la vie. Et là, tu nous dis qu'on tue des gens. Vous voyez, c'est brutal, c'est très, très violent. C'est dur de créer une atmosphère de complicité, de confiance et de co-création, vous voyez, dans ces conditions-là. Là, pas très agile, hein, là, pour le coup. Là. Le modèle de la maladie de l'époque, hein, c'était le déséquilibre interne des humeurs. C'est-à-dire que la maladie était uniquement interne. Vous savez, le modèle, c'était il y a les planètes, et tout ça est dans un ordre parfait, et le problème vient du désordre, quand on bouscule le désordre. Donc si les gens sont malades, c'est parce que les humeurs sont déséquilibrées en interne. Donc se laver les mains n'a aucun sens, ça ne vient pas de l'externe. Donc ce que tu nous demandes n'a aucun sens. Autrement dit, effectivement, de par mes modèles, ce que tu dis n'a aucun sens. Et donc plus tu insistes, plus je vais te dire, mais non, mais ça devient ridicule, tu cherches à m'humilier, etc. Vous voyez, donc il faut partir des modèles des gens, et essayer de les comprendre, etc., et après de les faire évoluer. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez des questions. Merci. Donc, merci beaucoup, Philippe. Je vois qu'il y a déjà une main qui s'est levée. Comment on fait ? Comment on fait ? Il faut rendre les modèles visibles. Hein ? Qu'aurait pu faire Semmelweis ? Vous venez d'être nommé consultant auprès de monsieur Semmelweis qui vous dit « Oh là là, je reviens de la salle de médecine, ils sont très hostiles, je suis très embêté. » Comment il peut faire ? Et là, il y a un mur de modèles mentaux face à lui. Ce qu'il demande leur paraît absurde. Que peut-il faire ? Que feriez-vous ? Apporter des preuves. Là, on a des rationalistes dans la salle. Comment voulez-vous apporter des preuves, sachant que ces gens ne vont même pas vous écouter parce qu'ils trouvent que vous êtes fous ? Vous avez zéro crédibilité. Nous cherchons sans arrêt à essayer de convaincre les gens. Comment voulez-vous convaincre des gens qui pensent que vous êtes un abruti ? Enfin, je ne dis pas vous, hein, je parle d'autant plus librement que je ne vous connais pas. Mais vous voyez, vous êtes dans un truc de perception. Je vous donne juste un exemple, c'est un petit détour, mais c'est... Un jour, je suis contacté par une très grande boîte industrielle, et il y avait l'équipe d'IA qui me dit, ben voilà, on ressort d'un rendez-vous avec le COMEX, et ça s'est très mal passé. Donc, c'est un processus de fabrication très compliqué, et ils avaient une solution qui permettait de vraies améliorations de performance du processus industriel, etc. Donc, ils présentent ça au COMEX, ça se passe super mal. Alors, vous pouvez imaginer sans trop de difficulté la scène. Vous avez les geeks qui viennent au COMEX. Donc déjà, ils se perdent dans la moquette parce que c'est trop et leurs chaussures sont peu visibles. Et ils font une presse. Et les gars du COMEX comprennent, dans le meilleur des cas, un mot sur trois. Hein. Machine learning, LLM, voilà, etc. Donc, à la fin, les membres du COMEX disent « c'est quoi ces geeks, j'ai rien compris, etc. » Les informaticiens disent, de toute façon, COMEX, c'est que des vieux, ils ne savent même pas utiliser un iPad, ils font que de la politique, à quoi ils servent, etc. Et donc là, encore une fois, ce n'est pas une atmosphère de coopération basée sur la confiance, vous voyez. Et donc, question de mes interlocuteurs, disent, comment les convaincre ? Comment les convaincre ? Mais jamais. Jamais vous les convaincrez. Donc, vous voyez, on essaie toujours de résoudre un problème. Il ne faut pas résoudre le problème. Il faut comprendre pourquoi on est là. Vous feriez quoi ? Bon. Craquons ça, parce que c'est vraiment la clé. Qu'est-ce que peut faire cette équipe d'IA ? Leur problème, c'est quoi ? À la base, fondamentalement. Ils ont besoin du soutien du COMEX. Leur demander si le COMEX a des idées d'amélioration. Un COMEX qui a des idées ? Soyez pas agressif, s'il vous plaît.
Non, vous ne pouvez pas demander au COMEX, enfin je caricature, mais vous comprenez à peine, vous comprenez que c'est pour les besoins de la cause, vous ne pouvez pas demander au COMEX de prendre position sur un sujet hyper technique comme ça. C'est juste pas possible. Donc là, vous les mettez en difficulté parce que vous leur demandez d'avoir un avis sur un truc, vous voyez, c'est... Le problème vient de quoi? Alors, c'est le mot confiance. D'où vient le mot confiance? Un petit peu d'étymologie. Il y a des latinistes dans la salle? Cum, avec, et fides, la foi partagée, les modèles partagés, les croyances partagées. Il ne peut y avoir de confiance que si nous partageons des croyances. Le problème de ces gars-là, c'est qu'ils n'ont rien en commun avec le COMEX. D'accord? Comment peuvent-ils avoir des choses en commun avec le COMEX? Comment concrètement pourraient-ils commencer à avoir des choses en commun avec le COMEX? Qu'est-ce que vous leur recommanderiez? Identifier quel est le problème pour le COMEX, pour l'entreprise au niveau de la... Ils pensent que vous êtes des abrutis? Ils ne vous connaissent pas? C'est qui c'est? Oh là là, ils prononcent un mot sur deux. Vous voyez, rappelez-vous, Sapiens. Vous êtes vachement rationnel. Hein. Non, mais c'est pareil partout, rassurez-vous, il n'y a pas que les Suisses. Hein. S'habiller comme le COMEX. Alors, s'habiller comme le COMEX, c'est un bon début. Non, mais vous rigolez, mais c'est... Un allié en amont de la réunion. Ah, trouver un allié en amont. Comment trouvez-vous un allié en amont? On les rencontre dans l'ascenseur. Ouais, non, mais continuez. Continuez. Non, on essaye de... Vous créez des liens. Ouais, des liens. Voilà. Comment vous créez des liens? On leur parle. Café, voilà. Non, mais moi, je leur ai proposé d'organiser des barbecues. Je ne sais pas si ça se fait dans les boîtes. Hein. Le problème de ça, c'est que nous sommes des animaux sociaux. D'accord ? Le truc se fait par le groupe. Tant qu'il n'existe pas de lien social entre l'équipe IA et le COMEX, ben, on est dans mes slides, tes slides, etc., etc. Ça peut fonctionner, pourquoi pas. Le vrai problème de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas créé de lien social avec le COMEX. D'accord ? Et donc, ils ne sont pas connus. Et donc le truc, effectivement, et c'est ce qu'ils ont fait, je leur ai dit, vous organisez des brown bag séminaires. Vous savez, l'être humain, la nourriture, ça marche à tous les coups. Vous avez dit la bière tout à l'heure. Donc ils ont commencé à organiser des séminaires avec sandwich fournis, sans aucune idée de manœuvre. C'est-à-dire que vous venez, on vous présente ce qu'on fait. D'accord ? Et on s'arrange pour qu'il y ait un membre du COMEX à qui on ne demande rien. On ne vient pas te demander un budget. Tu viens, on te raconte ce qu'on fait. Vis ma vie, puis on boit un café ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. L'endroit stratégique pour une organisation, c'est la machine à café, évidemment. C'est pour ça qu'on est tous morts pendant le confinement, c'est plus de machine à café. Sapiens est un animal social. C'est autour du feu que l'humanité s'est créée. C'est là qu'on raconte les histoires, c'est là qu'on crée les modèles, c'est là qu'on crée le lien, qu'on crée ensemble une représentation commune de la réalité. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on crée des groupes, des collectifs, des entreprises ou autre chose. Voyez ? Donc le changement, il est là. C'est ça qui bloque. On a cette idée du changement comme je vais te convaincre. Hein ? Et ce mot de résistance au changement. On vous l'a fait aussi, résistance au changement ? Non, pas ici quand même. J'ai entendu dire qu'on parlait souvent de résistance. Quel est le problème ? Moi, c'est très courant. Hein. Ouais, en fait, nous, on a une vision impeccable. De toute façon, c'est McKinsey qui l'a faite, donc elle est bonne. Et le problème, c'est qu'il y a une résistance au changement. Quel est le modèle ? Allez, analyse en live. Je vous avais dit que je vous ferais bosser un peu. Le modèle mental, c'est ce que je me dis. Je me dis quoi quand je me dis mon problème, c'est la résistance au changement des gens qui sont... Enfin, je ne les vois pas d'ici, mais... Moi, je sais. Eux, ils ne savent pas. Donc, je vais aller leur expliquer. Et quand je leur ai expliqué, ils auront compris. Et donc, ils seront d'accord avec moi. Ça ne marche pas comme ça. D'accord ? Parce que quand vous êtes dans une logique de convaincre quelqu'un, il y a une asymétrie, il y a une domination. J'ai raison, d'accord ? Et comme j'ai raison, je vais t'expliquer, etc. Donc tu vas faire ce que je veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jamais.
D'accord. Et donc cette résistance au changement, c'est un modèle mental, et donc il faut s'interdire. La plupart de ce qu'on appelle résistance, il peut y avoir évidemment des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous proposez. Souvent, ils ont une bonne raison pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, mais ils ont une bonne raison. La rationalité, elle est locale au niveau des individus. D'accord. Ça peut être par exemple qu'ils ont un risque perçu. Moi, j'ai eu le cas d'un gars qui était responsable d'un entrepôt et qui bloquait un projet d'informatisation. Le type, il fonctionnait encore au fax en 2005. Même ma banque française n'avait plus de fax à l'époque, c'est vous dire. Hein. Et donc, quand on a demandé au gars, alors évidemment, on l'accusait de résistance au changement, et en plus, il avait plus de 50 ans, donc pling, modèle mental, les vieux sont contre la techno, hein, ça marche à tous les coups. Et en fait, il disait non, mais moi, dans cette boîte, chaque fois qu'on a fait de l'informatique, ça a été une cata. Moi, je suis responsable de l'entrepôt. Je ne peux pas me permettre que l'entrepôt soit en dysfonction. Et donc, je protège l'entrepôt. À tort ou à raison. Mais en tout cas, c'est le risque perçu. Et puis, de toute façon, la direction générale, on ne peut pas leur faire confiance. C'est le 17e plan. C'est un coup à droite, un coup à gauche. On centralise, on recentralise, on décentralise, etc. etc. Vous voyez, donc, c'est prendre le modèle mental, le décortiquer et travailler à partir de ça. On n'est pas contre, on est avec. Cum fides. Confiance. Autre question. D'autres questions? Oui. Avec les médecins, là, Attendez, il faut parler dans le micro parce que je crois que c'est enregistré. j'aurais eu besoin d'un autre exemple pratique. Ouais. Semmelweis. Voilà. Alors, il fait comment, Semmelweis? Ouais, ben, allez-y. Comment il fait? Vous lui proposez quoi? Alors, oui, c'est ce qu'il faudrait faire, mais là, ils ne veulent pas trop lui parler. Imaginez la situation. Hein. Il a 2-3 médecins qui se sont lavés les mains. C'est comme ça qu'il a su que ça marchait. D'accord. Il est quand même très possible que dans l'assemblée des médecins, il y en ait qui se disent... D'abord, il faut bien dire que les gens étaient très conscients du problème. Ce n'est pas que les médecins disaient non, on s'en fout. Non, ils étaient... tout le monde était très inquiet de cette situation et les médecins essayaient de comprendre pourquoi, etc. C'est juste qu'ils n'avaient pas le bon modèle. C'est comme Alzheimer aujourd'hui. Hein, on n'a pas le bon modèle, donc on est bloqué. Il y a 0 progrès depuis un siècle, etc. parce qu'on n'a pas le bon modèle. C'est comme ça. Et bien là, le truc, c'est que tout le monde sait sincèrement veut résoudre le problème. Et donc, il est très probable que quand Semmelweis a présenté son truc, il y ait 4 ou 5 médecins dans la salle qui se soient dit « Ah, quand même, ça m'interpelle son truc. » Quel est le problème de ces gars-là? Dis les gars, parce que c'est l'époque, c'est des hommes. Pourquoi ils ne veulent pas le dire? Voilà. Imaginez le jeune Conrad, hein, qui a en début de carrière, qui se lève, hein, il y a toute l'assemblée des médecins de Vienne, et qui dit « Mes chers collègues, je crois que c'est nous qui avons tort et c'est lui qui a raison. » Que pensez-vous de la carrière du jeune Conrad? Voilà. En anglais, on appelle ça un CLM, un Career Limiting Move. Hein, d'accord. Donc, après, il lui reste que boulangerie ou plomberie. Hein. N'oubliez pas, Sapiens, c'est le groupe. Hein. Notre survie n'est pas le résultat de notre intelligence, mais de notre insertion dans un groupe. Au risque de décevoir certains d'entre vous. Et donc, il ne peut pas se mettre contre le groupe. Donc ça, Semmelweis, il doit le comprendre. C'est-à-dire que, vous savez, le progrès, c'est un truc social, on a besoin d'alliés. Hein, l'innovation, c'est un exercice social. C'est je trouve des alliés et de plus en plus. Donc il a besoin d'alliés. Sauf que, et c'est très souvent le cas, le coût pour le premier allié est colossal. Le coût pour le deuxième allié est un peu moins élevé, mais très élevé. Le coût pour le 15e est nul. On veut tous être le 15e, hein, quand il n'y a plus de risque. Et à partir du 15e, tout le monde bascule. C'est pour ça que c'est non linéaire. Mais les 15 premiers auront probablement leur tête coupée. Donc les 14 premiers. Donc moi je veux bien être le 15e, mais c'est quelqu'un d'autre qui va être le premier. Et donc le changement est bloqué, parce que le coût pour le premier est très élevé. Comment Semmelweis peut-il réduire le coût pour un médecin qui pourrait se laver les mains? Voilà, qu'ils ne le disent pas. D'accord. Donc il va essayer de trouver des alliés en disant voilà, tu vas te laver les mains, mais on ne va pas le dire. Parce qu'on veut tous aller proclamer la victoire en disant ah, regardez, il s'est lavé les mains, quoi, salaud, il nous a trahis, etc. Non, tu dis rien, tu te laves les mains. Et on n'en parle pas.
Alors imaginez, Conrad, il se lave les mains pendant une semaine, il s'aperçoit qu'il tue moins de femmes. Vous pensez qu'à la fin, il dit, bon, bah écoute, merci Ignace, c'était vachement sympa, maintenant je vais retourner à pas me laver les mains, écoute, je me suis bien... Probablement pas. D'accord ? Donc, vous avez, pour changer, il faut des alliés. Le changement, c'est un processus social. La clé, c'est trouver des alliés. Et en tant que, je dirais, pilote de changement, vous devez gérer le risque de ces alliés, le risque qu'ils prennent à vous rejoindre. C'est votre job. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, Semmelweis, il n'a pas fait ça. Il a essayé de convaincre un groupe. On ne peut pas convaincre un groupe. Ah si, tous des histoires de grands discours où l'Assemblée, et voilà, Robespierre, machin, tout. Mais la plupart du changement social, hein, c'est une personne, une autre, etc. Le changement, c'est pour ça que la machine à café est importante. C'est deux personnes qui se retrouvent autour de la machine à café et qui disent, ah, tu sais, ça serait quand même mieux s'ils faisaient ça. Hop, accord sur un modèle mental et on va agir sur la base de ce modèle. Et puis après, une troisième personne, puis une quatrième, puis une cinquième. Et surtout, on n'en parle pas. On veut tous changer avec des tambours et des trompettes. Ah, regardez, j'ai fait ça, etc. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'en parler. Il faut juste trouver des alliés. Il sera bien temps, quand vous aurez une masse critique, ça se saura de toute façon. Vous finirez par être repéré par la patrouille. Oui ? On va prendre une dernière question. Peut-être une avant-dernière, on va voir, dépendamment de la longueur de la question. Ou de la réponse. Exactement. Pression sur moi. Je crois que la question est courte. Ah. C'est comment vous appliquez ça à une situation d'entreprise de changement Ouais. Qui ne veut pas se faire discrètement si c'est un Oui. changement Très bonne question. Je vous donne juste un exemple. Je suis intervenu pour une boîte récemment, alors boîte très 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 techno, et donc là c'est Comex, hein, c'est vraiment le dirigeant dit voilà, on a un problème de performance, et ce qu'il explique par complexification de tout. C'est très d'actualité. Tout est plus compliqué, on fait des mémos, des corrections de mémos, des vérifications, des survérifications, on ne peut pas faire un truc sans qu'il y ait un comité, enfin, c'est l'horreur. Et donc, tout le monde hurle contre cette complexité, ça nous coûte très cher, on est en retard sur des projets, les clients hurlent, etc. etc. Complexité, complexité. Je lui dis OK, et qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Devinez quoi? Une task force pour simplifier. Logique et compliqué, on va simplifier, et puis problème, solution. Voilà, autant vous dire que la task force simplification a été satellisée en 15 jours, parce que la complexité n'est pas le problème, elle est le symptôme de quelque chose. Hein. Le truc des modèles mentaux, c'est qu'il faut aller chercher les symptômes. Enfin, il faut aller chercher les causes, pas les symptômes. Comme la réunionnite tout à l'heure. La réunionnite, elle est le symptôme de quelque chose. Mais de quoi? En l'occurrence, ici, je vous la fais très courte, on a travaillé sur les modèles mentaux, et il y a un modèle mental qui a émergé très vite, qui est celui de l'excellence. Ils ont une excellence, c'est une boîte sur des trucs très compliqués, avec un impact dans le domaine de la santé, etc. etc. Et cette excellence-là avait connu une dérive vers l'excellence technique. Boîte d'ingénieurs, quelle surprise. Et donc on était dans l'art pour l'art. C'est-à-dire que quand on avait un projet pour un client, on avait 3 mois de retard, le client était parti, mais on avait la meilleure solution. Et c'est ça qui comptait. Et donc ce modèle, qui est, en un sens était une force, était devenu maintenant une faiblesse, parce que c'était une espèce de... Et derrière, il y avait aussi la terreur de l'erreur. Donc on vérifiait, on revérifiait. Dans un projet, on faisait des demandes de validation pour des pouillèmes de trucs, des petits détails techniques qui n'avaient aucune importance, mais avec cette idée de la perfection, etc. Donc là, ce qu'ils ont fait dans un premier temps, c'est qu'ils ont dit, cette perfection, elle nous tue, et donc on va faire le truc de Pareto, c'est-à-dire 80%, ça suffit. Donc on va voir les managers en disant, voilà, jusque-là, tu as fait de la perfection et maintenant, tu vas faire 80% et ça ira bien. Que se dit le manager à qui on dit ça? On me demande de faire de la daube. Et donc là, vous avez une réaction immunitaire qui est, au 17e étage, ils sont complètement fous. Je vais défendre la boîte contre ces fous et leurs consultants et machin, etc. Et on en pense qu'on en veut, sincèrement. C'est souvent très sincère. Vous ne pouvez pas demander à des gens dont l'identité professionnelle est l'excellence de faire de la daube. Ce n'est pas possible. D'accord ? Là, vous attaquez l'organisation en direct.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a redéfini excellence. Continuer à être excellent, mais aujourd'hui, l'excellence, elle doit inclure des arbitrages. Être excellent, c'est le bon produit, mais au bon moment, avec un budget raisonnable, acheté par le client, livré en temps pour le client, etc. L'excellence, elle est dans, au final, la performance et la création de valeur, pour simplifier. Ça suppose des arbitrages. Et donc, quand vous réduisez la qualité de votre solution technique, vous ne faites pas de la daube, vous êtes excellent, mais dans un sens différent. Et donc vous respectez l'identité professionnelle des gens, l'identité de l'organisation. Et ça, c'est la clé pour le changement. Vous ne pouvez pas faire de changement, mais c'est aussi vrai pour les individus, sans d'abord célébrer et respecter l'identité des gens que vous voulez changer. Ça, c'est fondamental. Super, merci beaucoup Philippe. Merci à vous.